Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro de NCI 360, un coup d'État dans le coup d'État. C'est le scénario observé au Burkina Faso ce week-end. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba n'est plus l'homme fort du pays. Il a été renversé par le capitaine Ibrahim Traoré et c'est le premier sujet de ce soir. Du côté du Mali, les 46 militaires ivoiriens n'ont toujours pas été libérés malgré la mission dite de la dernière chance de la CEDEAO. Autre sujet au menu, l'ouverture du procès historique de Dadis Camara en Guinée et la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. L'enrôlement est désormais exigé pour plusieurs services publics. Pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous Vénance Konon, journaliste, écrivain. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un plaisir. André Sylvain Konon, journaliste, fondateur de Ivoire Hebdo. Bonsoir André, Sylvain Konon, et merci d'être là. Assalé Tiemoko, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, député maire de Tia-Salé. Bonsoir. Bomba Alex, journaliste éditorialiste, bonsoir. Bonsoir. Et Atur Bonga, j'ai failli dire Gyong Bato qui va nous rejoindre dans un instant. Atur Bonga, historien, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bien. Et merci d'être là. En ligne, nous avons Cheikh Tidiane Diarra, ancien président de l'association malienne d'Amiens. Bonsoir monsieur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Merci pour l'invitation. Voilà, et merci également d'être avec nous ce soir pour ce sujet. Alors, pour ouvrir le premier thème de ce soir, je vous propose le reportage de la rédaction de NCI. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a accepté de démissionner. L'annonce a été faite ce dimanche par les chefs religieux et communautaires. Le reportage de Salif Yalekoui. Le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Damiba, destitué vendredi par le capitaine Ibrahim Traoré, mais qui refusait d'abdiquer, a finalement accepté de démissionner dimanche, ont annoncé des chefs religieux et communautaires. Notre cher pays, le Burkina Faso, vit des moments d'incertitude. En ces moments difficiles où il y a un risque d'escalade aux conséquences dramatiques, les communautés coutumières et religieuses ont été sollicitées et amenées à effectuer une médiation entre les belligérants. Suite aux actions de médiation menées par les dites communautés, le président Paul-Henri Damiba a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves. Le président Damiba a posé 7 conditions. 1. La poursuite des activités opérationnelles sur le terrain. 2. La garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés. 3. La poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS. 4. La poursuite de la réconciliation nationale. 5. Le respect des engagements pris avec la CEDEAO. 6. La poursuite de la réforme de l'État. 7. La garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. Le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, a accepté ces 7 conditions. Les fêtières des communautés coutumières et religieuses restent disponibles à suivre la bonne mise en œuvre des engagements pris. Les fêtières rendent grâce à Dieu et remercient les protagonistes pour l'esprit de dialogue qui a prévalu dans tous les échanges. Un communiqué séparé publié dimanche par les militaires pro-Traoré indique que le capitaine est chargé de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la prestation de serment du président du Faso, désigné par les forces vives de la nation à une date non précisée. Et pour avoir un point actualisé de la situation à Ouagadougou, nous avons Roméo Kouata, journaliste à Ouagadougou, qui est au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, quel est le point de la situation en ce moment à Ouagadougou? Est-ce que le calme est revenu? Oui, effectivement, le calme est entièrement revenu depuis ce matin après la déclaration des nouveaux tenants du pouvoir à la télévision nationale, invitant justement les populations à vaquer librement à leurs occupations. J'ai fait un tour dans la ville et j'ai vu que finalement toutes les barricades des points stratégiques de la ville avaient été levées. Nous-mêmes ici à la télévision BF1, vous savez la télévision BF1 est située à environ 200 mètres de la présidence.
nous n'avons pas pu travailler depuis vendredi et samedi parce qu'il y avait un risque très élevé dans la zone. Donc finalement, c'est aujourd'hui qu'on a pu travailler. Toutes les barrières les barricades ont été levées. Les populations vaquent librement à leurs occupations. Il y a certains manifestants qui font des cortèges à moto un peu partout dans la ville pour célébrer en quelque sorte, la victoire du capitaine Traoré qu'ils ont accompagné et soutenu depuis vendredi. Alors, vous êtes journaliste, vous travaillez au Burkina, vous avez observé la vie dans ce pays. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce second coup d'État? Désolé, je ne vous entends pas bien. Qu'est-ce qui explique ce second coup d'État, d'après vous? Ce second coup d'État est expliqué un peu par le fait que le président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, n'a pas respecté les objectifs de départ du coup d'État. Et c'est ce que ses compagnons d'hier, ceux qui l'ont renversé, ont déclaré dans leur manifeste. Ils estiment que le président Damiba a dévoyé les objectifs du premier putsch. Il a pris un chemin qui ne convenait pas justement aux objectifs, notamment la réconciliation nationale. Pour eux, la réconciliation nationale n'était pas dans leur agenda. Leur agenda était la lutte contre le terrorisme, la restauration de l'intégrité du territoire et le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. Parce que vous savez qu'au Burkina actuellement, nous sommes à plus d'1,5 million déplacés internes qui souffrent le martyre un peu dans les localités où elles sont installées. Donc c'était ça l'objectif de départ. Mais lorsque Damiba est arrivé, il s'est laissé embrigader par certains politiciens. Selon les déclarations du clan de Traoré, il s'est laissé embrigader par certains politiciens. Il a tenté de restaurer un ordre ancien en parlant justement du CDP. Et puis finalement, les résultats sur le terrain de la lutte contre le terrorisme n'ont pas véritablement évolué. Voilà. Et il y a plusieurs zones qui sont tombées avec la prise du pouvoir de Damiba, ce qui n'était pas le cas sous Roch Kabore. Bien noté. Donc tout cela mis ensemble a précipité justement la prise de pouvoir par ceux qui étaient mécontents de sa gouvernance. Et puis on peut dire le coup de grâce, c'était cette attaque d'il y a environ une semaine du convoi de ravitaillement de la ville de Dori dans le Sahel, qui a été attaqué à Gaskindé et qui a fait environ 11 morts et plusieurs civils portés disparus. Ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Merci pour toutes ces informations. On ouvre donc le débat. Saleh Temoko, c'est quand même inédit, un coup d'État dans un coup d'État? Non, c'est la mode. Okay. C'est de coutume maintenant. C'est la nouvelle civilisation qui est en train de s'installer en Afrique noire francophone. N'oubliez pas que le Mali avait tué la même chose. 2 coups d'État en moins d'1 an. Et le Burkina vient de dépasser un peu le record. 2 coups d'État en 8 mois. Et donc, c'est la mode. Alors, ce que je voulais faire, vous savez, c'est que les communautés religieuses et coutumières, dont la déclaration a été lue tout à l'heure, ont joué un rôle. Je voulais saluer cela, parce qu'ailleurs, nos communautés religieuses et coutumières prennent des positions à géométrie variable. Mais là, on voit que les communautés au Burkina ont un vrai rôle à jouer, ont un vrai poids dans les débats politiques là-bas. Et là, ils ont contribué à apaiser la tension. Et on est tous heureux que le calme soit revenu au Burkina, parce que deux éléments d'une même armée s'affrontent, les conséquences peuvent être dramatiques. Et donc, c'est ce que pour le moment je peux dire par rapport à ce qui se passe au Burkina. Bon, Alex. Oui, effectivement. De l'avis de plusieurs, ce coup d'État était prévisible. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Non, moi d'abord, je suis mortifié. Je suis déçu, choqué. Quelle tristesse, quelle humiliation pour un peuple si fort, si grand. Il suffit de remonter le cours de l'histoire pour se rendre compte que ce qui a fait la force de ce grand peuple, avec l'Empire moussillère, c'était la cohésion. C'était
l'unité de conception, de vision, de partage dans un environnement où les populations devaient pouvoir vaquer. Vous imaginez à cette période-là, dans une partie de l'Afrique où la sécheresse était la règle, où il a fallu l'intelligence de ces enfants, qui au fil du temps ont réussi tout de même à en faire, j'allais dire, non pas un îlot de bordeur, mais au moins qu'ils échappaient à un certain misérabilisme dont ils étaient affublés. Et qui sont arrivés donc, dans une partition de graduation à élever le niveau de conscience de la situation. Ici, mes jeunes frères qui sont autour de cette table connaissent bien cette épopée, hein, avec Houphouët-Boigny et son vaillant, d'abord, Wezé Coulibaly, Zinda Kaboré, Ouedraogo, le père du président de l'ADF. Ça a été une aventure pathétique qui conduisit au fait à être député. D'accord. Hein? Pour revenir au cas justement. Mais justement, il est important de remonter le cours de l'histoire pour que les jeunes qui nous regardent aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire, et même au Burkina Faso, instrumentalisés, hein, comme ce n'est pas permis, ostracisés même, parce que justement, sous l'emprise d'un groupuscule de carriéristes, hein, qui ne vivent que dans le passé, de souvenirs douloureux. Il était évident que cette situation vint, afin que, pour une fois, ils se réexercent tous ensemble, politiques, carriéristes, qui ont des visions et des visées que cachent très souvent les calendriers. Et vous avez vu le premier parti qui a eu à réagir, c'est l'UNIS PR de M. Bélémondé Sankara. Mais c'est un décès. Parce qu'à peine 8 mois ont-ils été investis du pouvoir et que Damiba n'a pas eu d'intelligence ou de caractère de les faire mettre en résidence surveillée, de voir comment est-ce qu'ils se sont comportés, quels sont... Attendez, c'est important ça, c'est pour continuer la marche dans l'explication stratégique et structurelle, pour que ceux qui nous suivent puissent, avec le brio des uns et des autres ici, les connaissances qu'ils ont du Burkina Faso, mon ami frère Védance Konan, on a été plusieurs fois au Burkina Faso ensemble, nous savons comment est-ce que ce processus s'est conduit. D'accord. On va vous permettre de développer plus tard. Je vais donner la parole à Arthur Bonga pour son avis. Que l'armée aujourd'hui en vienne à une bataille rangée, à la rupture de la chaîne de commandement, du général de corps d'armée, au général de division, au colonel-major, au colonel, hein, au lieutenant-colonel, au commandant, au capitaine. C'est une décrépitude, une déchante totale de la chaîne. C'est-à-dire que c'est une faute grave, une faute morale contre le peuple. D'accord. Votre avis était bien compris. Arthur Bonga. Souvent, tu as mal d'avoir raison. Parce que nous, dès le premier coup d'État d'Amimba, on était sur le plateau avec Guillaume André. On a dit ce qu'est notre principe. Je pense que les coups d'État ne sont pas la solution. Et aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas la solution. D'ailleurs, quand j'ai entendu le point de notre confrère de BFM dire que les gens ont fait un coup d'État parce qu'il y a eu 11 morts, ça veut dire quoi? Si demain ou après-demain, il y a un autre attentat à 12 morts, on va avoir encore un coup d'État, si on prend cette logique. Donc c'est dramatique, c'est déplorable. Il y a quand même, et malgré tout, on a évité le pire. On a évité le pire, et là, je pense comme à Salé, parce qu'il y a le Moro Naba, parce qu'il y a des chefs traditionnels et religieux qui ont conscience de leur rôle. Il faut que nos chefs traditionnels et religieux regardent un peu ce qui se passe au Burkina. Il faut qu'ils arrivent à être au-dessus de la mêlée. Parce que c'est qu'on risquait aujourd'hui. Une guerre, de façon classique, elle est imprévisible. Une guerre entre unités formées de la même armée. Parce qu'il y avait les forces Cobra, il y avait les forces spéciales d'une part. Quand l'affrontement commence, jusque-là, chacun regarde. On ne sait pas où telle force dans quel camp telle force va basculer, quelle unité va rejoindre quelle autre. Et là, on pouvait partir pour une véritable, excusez-moi le terme, chienlit qui allait durer. Et heureusement pour eux, qu'ils ont des responsables. Dernier point sur lequel je vais terminer, c'est de dire rapidement le principal danger aujourd'hui, et je pense qu'il n'a pas été résolu depuis 2014, c'est la cohésion. Et d'ailleurs, dans les conditions de Damiba, il pose la cohésion au sein des forces armées. J'ai l'impression qu'on n'a plus de forces armées là. On a une association de différents corps qui se regardent. On a eu le RSP, les anciens du RSP. On a eu ceux qui sont venus pendant le coup d'État de Zida. On a eu les gens de Damiba. Aujourd'hui, on a les gens de Toré. Il faut un véritable travail. Enfin,
Dernier point. Le seul truc qui me satisfait dans ce que Damiba a dit, c'est ce mot « respect des engagements pris envers la CEDEAO ». Il faut que la transition ne soit pas augmentée d'une seule journée par ce malheureux coup d'État qu'on vient d'avoir. Le capitaine Traoré et ses hommes, bon, ils ont dit qu'ils vont passer la présidence. J'espère qu'ils vont tenir ce propos. Mais même s'il y a un président de transition, il doit travailler dans ce carnaval. Merci Arthur Bonga. Vénance Kono. Bon, moi, je me demande si l'armée burkinabé a conscience de ce qui se passe dans son pays. Parce que le vrai problème actuellement, c'est quoi? C'est les djihadistes qui sont en train de massacrer les populations jour après jour. Et j'ai l'impression qu'ils ont oublié ça. Mais c'est ça, là, comme le disent les communistes, là, c'est la contradiction principale, ça. Hier, le Damiba est arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une de leurs premières décisions, c'est augmenter leur salaire, augmenter les véhicules de choses. Attends, est-ce qu'ils réalisent que leur pays est en train de sombrer? Bon, Dieu merci, je vois que les chefs religieux traditionnels, ils ont conscience de ça. Ils ont œuvré pour que la cohésion s'installe. Mais je crois qu'ils vont comprendre très vite. J'espère vraiment qu'ils vont comprendre très vite. Parce que ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui est menacé. C'est le Mali aussi à côté. S'il y a une jonction entre les deux, mais actuellement, qui est le plus heureux aujourd'hui là? Ce sont les djihadistes qui sont en train d'applaudir. Ils sont en train de se rouler par terre. Ils sont heureux. Mais justement, dans leurs revendications, les revendications de ce coup d'État, ils disaient que Damiba, son équipe, n'ont pas fait suffisamment, n'ont pas posé d'actions suffisantes pour lutter contre le terrorisme. Damiba, quand il est venu, il a dit que celui qui était là avant n'a pas fait ça. Lui aussi dit que Blaise n'a pas fait suffisamment. C'est comme ça, insuffisamment en insuffisamment, que le peuple burkinabé est en train de mourir chaque jour. Voilà. Et les djihadistes sont en train de gagner du terrain. C'est 3 quarts du territoire pratiquement qui est occupé là-bas. Ils sont en train d'avancer vers nous là. C'est bien fait pour Damiba. Oui, c'est bien fait. Je pense qu'il faut que nos militaires africains comprennent une bonne fois pour toutes que leur travail n'est pas de faire des coups d'État. Voilà. Damiba jouait le plus malin, mais aujourd'hui, il en a pour ses frais. Vénance l'a dit. Le problème, on veut habiller sous ces coups d'État. C'est un problème d'argent, un problème de partage de butin. C'est aussi simple que ça. Parce que on a suivi tous les commentaires sur différents médias, notamment sur les réseaux sociaux. Ce que les capitaines reprochent en vérité au colonel Damiba, c'est d'avoir placé ses amis à des postes juteux. Ça, c'est officieusement? Ben, écoutez, un journaliste, il ne s'arrête pas au discours officiel. Parce que le discours officiel, c'est pour habiller. Oui, on veut aller vers la Russie. Oui, on veut faire ceci. Ça, c'est de l'habillage. Mais, et je dis, c'est bien fait pour le colonel Damiba. Je vois que dans une vie qui va venir après, si on lui demandait de faire un autre coup d'État, il va y réfléchir pas 2 fois. Il faut que les militaires africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, comprennent que le monde évolue. Et qu'ils n'ont rien à faire dans les palais. Le DG l'a dit, Vénance l'a dit. Le vrai problème du Burkina, du Mali, et peut-être demain de la Guinée, ce sont les djihadistes. Et je ne vois pas comment ce jeune capitaine, du jour au lendemain, peut trouver des solutions à tous ces problèmes. Parce que là, on passe sur un quiproquo. Et il fait croire à ses amis dans la rue devant la télévision burkinabé, les jeunes qu'il a mobilisés, il leur fait croire qu'il va aller vers la Russie. Mais en même temps, le communiqué des chefs religieux et coutumiers dit clairement qu'il s'est engagé à rester dans le calva de la CEDEAO. Ça veut dire que le troisième coup d'État n'est pas loin. Parce qu'il mobilise avec ses amis, tous ces jeunes-là, contre l'Institut français, contre l'ambassade de France, pour faire croire qu'il mène une révolution anti-française. Mais dans les négociations, il reconnaît, il s'en tient au cadre tracé par la CEDEAO. Donc, cette contradiction de base va nourrir, parce que je ne sais pas comment le capitaine Traoré va régler les problèmes qui n'ont pas pu être réglés depuis 10-15 ans. André Sylvain Kono. Moi, j'ai beaucoup de peine. Sur ce plateau, effectivement, on était de ceux qui disaient attention, attention, attention. Et malheureusement, ceux qui aujourd'hui applaudissent le capitaine Ibrahim Traoré étaient sans doute 8 mois avant dans les mêmes rues en train d'applaudir le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba. Mais voyez-vous, nous sommes au 9e coup d'État au Burkina Faso. 1966, Maurice Yaomeogo est renversé par le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana. 1980, Sangoulé Lamizana est renversé par le colonel Saïd Zerbo. On ne va pas citer les 9, j'espère. Je ne vais pas citer les 9. Il faut citer pour comprendre. C'est important. Oui, bien sûr, mais on sait que c'est le 9e coup d'État. C'est important. On n'a rien créé. Merci C'est de important laisser de le terminer. savoir.
Le seul officier général qui mène un coup d'État, il échoue. Gilbert Diendéré. Les autres sont soit des lieutenants-colonels, soit des capitaines. Capitaine Thomas Sankara, capitaine Blaise Compaoré. Voyez-vous, ce qui se passe au Burkina Faso, c'est deux choses. La première, c'est la quête de pouvoir des officiers subalternes. Première chose. Deuxième chose, c'est la course vers l'enrichissement. Je vous ramène au premier communiqué lu par le capitaine, voilà, le porte-parole du MPSR. Je vous fais remarquer, entre autres, que pour lancer l'appel contre les Français insidieusement, ce n'était plus lui. C'était une autre personne, c'était un autre... voilà, donc c'était très bien calculé. Eh bien, dans ce premier communiqué, vous allez voir un détail. Il parle de lourdeur administrative qui avait cours sous Roch-Marc Christian Kaboré. La lourdeur administrative dont il parle, c'est une question de prime. Voilà le problème là, du Burkina Faso. D'accord. Cheikh Tidiane Diarra, vous êtes ancien président de l'association malienne d'Amiens. Vous êtes également un observateur de l'actualité sous-régionale. Votre avis sur ce coup d'État, notamment sur les causes profondes, selon vous? Selon moi, ce coup d'État était déjà prévisible, en fait. C'était vraiment prévisible vu les sorties médiatiques de Damiba, notamment lorsqu'il disait qui veut diriger ce pays-là peut faire son coup d'État pour venir diriger ce pays. C'était une maladresse qu'il a fait et aussi les sorties médiatiques aussi. Parce que j'accuse aussi les présidents ou les chefs d'État de la CEDEAO qui ont fait des sorties médiatiques en disant que tout allait bien au Burkina Faso, la transition se passe très bien. Or, sur le terrain, c'était complètement le contraire qui s'est passé. Et aussi, l'intervention aussi à New York, avec Damiba, où il a eu des interactions aussi avec certains Burkinabés de la diaspora qui vivent aux États-Unis, où il a tenu des propos aussi qui ne sont pas du tout admissibles. On ne peut pas aujourd'hui expliquer à ces jeunes capitaines ou à ces jeunes officiers tout simplement que si on veut gérer ce pays-là, il faut faire un coup d'État, et si on veut vraiment le pouvoir, il faut faire un coup d'État. C'est lui qui a poussé réellement ces jeunes-là vers le coup d'État. Il ne faut pas oublier aussi les attaques successives qui se sont passées au Burkina Faso, avec les accords caducs qui existent entre le Burkina et la France. L'attaque notamment du convoi qui passait... S'il vous plaît, laissez-le terminer, vous aurez l'occasion de réagir, s'il vous plaît. Le convoi qui passait, qui a été attaqué, où il y a eu plus de combien de camions qui ont été brûlés, il y a eu des morts. Et la France devrait venir en appui aérien, il a les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Mais il ne l'a pas fait, il est venu, le médecin après la mort, il faut le dire. Il pouvait accompagner ces convois-là jusqu'à la ville. Et après, il va pour larguer des vivres à cette population qui est sous blocus djihadiste depuis très longtemps. Donc, tout ceci résumé, le coup d'État au Burkina Faso était vraiment prévisible. C'est pourquoi j'ai appelé le thème de mon speech en disant tout simplement que c'est une guerre de pouvoir. Okay. Il y a une guerre de pouvoir entre les gens qui supportent Damiba et ceux qui supportent le capitaine Traoré, qui sont dans d'autres mondes différents de ce que Damiba a aujourd'hui. Et pour finir, Traoré, capitaine Traoré, il avait bien calculé tout ce qu'il faisait. Il fallait d'abord prendre la télévision, faire une déclaration en disant carrément que voilà, il a fait un coup d'État. Or, le coup d'État n'était pas totalement construit parce qu'il ne savait pas du tout où se trouvait Damiba. Et ensuite, il a vu que ça n'a pas marché. Donc, il fallait s'attaquer aux intérêts français en disant tout simplement que c'est la France qui est en train de cacher Damiba, que voilà, sous-entendre tout cela pour mobiliser la population qui est déjà pulsée de ce qui se passe sur le terrain au Burkina et qui a un sentiment d'anti-politique française en Afrique. Donc cette jeunesse-là, décomplexée, avait totalement vu ce qui allait se passer. Ils sont sortis pour s'attaquer, que je dénonce, qui sont sortis attaquer l'ambassade, l'Institut français et tout, mais tout ça a été calculé pour pouvoir pousser la population dehors et puis soutenir Traoré comme un héros pour faire le coup d'État. Je ne cautionne pas le coup d'État, mais c'est déjà une guerre de pouvoir au Burkina Faso. Merci pour cet avis. Je précise que vous participez à l'émission Depuis la France et votre avis suscite beaucoup de réactions sur ce plateau. Arthur Banga. La première chose que je vais dire, je ne sais pas, peut-être que M. Tidiane va nous sortir les déclarations de la CEDEAO dans laquelle la CEDEAO disait que tout se passe bien au Burkina. On a tous dit sur ce plateau, rien ne se passait bien. Il y a qu'au Burkina, il y a
une junte qui a peut-être plus conscience que d'autres de l'importance de la CEDEAO, qui a trouvé un accord sur la sortie et le délai de la transition. Ils n'ont pas eu peut-être l'intelligence de demander 5 ans comme d'autres pour se faire aimer par certains qui apparemment aiment les jeunes qui fassent 5 ans au nom du panafricanisme, que j'appelle maintenant du panafrica-con, parce qu'il faut le dire. C'est un peu fort. Non, mais c'est ça, c'est ça qu'il faut dire. Sur ce plateau, c'est un peu quand même fort. Un peu de respect, c'est une idéologie qui est portée par... Non, l'idéologie est magnifique, le panafricanisme. Oui, mais qui est portée par certains. Quand on la transmet à d'autres choses, vous ne voulez pas que je répète le thème, sur le panafricanisme, je le respecte. Merci de ne pas le répéter. Donc la première des choses, je ne vois pas à quel moment la CEDEAO a dit non. La CEDEAO est une institution qui veut qu'on revienne rapidement au retour à l'ordre constitutionnel. Je ne vois pas qu'on peut en vouloir une institution qui demande de revenir à l'ordre conditionnel. Il nous parle d'accords caducs. Bon, je ne sais pas de quel accord il parle. Il va peut-être nous dire en quelle année ces accords ont été signés pour qu'ils soient caducs et qu'est-ce qui fait la caducité de cet accord. Mais pendant qu'on y est, puisqu'il dit qu'il reconnaît lui-même que c'était du mensonge qui a été fait pour de la manipulation, donc du mensonge qui a été fait, que Damiba n'était pas protégé par les Français. Donc c'est déjà très bien qu'il le reconnaisse parce que j'ai vu un de ses tweets passer, M. Diarra. Donc c'était du mensonge et de la manipulation. C'est déjà très malhonnête de prendre le pouvoir sur la base de mensonges et de manipulation. Quand quelqu'un prend le pouvoir sur la base de mensonges et de manipulation, on a de quoi s'inquiéter. Et troisième chose, je n'ai pas trop vu d'appui aérien de Wagner au Mali. Au contraire, j'ai appris que Wagner a tué 2 soldats maliens parce que ces soldats maliens ne voulaient pas donner leur téléphone. Donc, entre quelqu'un qui ne fait pas l'appui aérien et quelqu'un qui tue mes soldats parce qu'ils ne me donnent pas leur téléphone, je pense qu'il faut franchement réfléchir un tout petit peu. Très bien. Bon, beaucoup de réactions. Bon, Alex, rapidement, ensuite à Saleh Tiomoko. Oui, non. Écoutez, moi, je suis en parfaite phase avec mes amis et frères ici. Nous avons une perception qui nous ramène au réel. Le réel, les prémices du coup d'État qui a déchu l'ancien président Roch Kaboré étaient prévisibles aussi. OK. Parce que, précisément, il n'avait pas réussi non seulement au plan social, a fortiori au plan militaire, à s'entourer des hommes qu'il fallait. Ils sont restés dans l'illusion des événements des 30 et 31 octobre 2014, l'objectif étant de faire partie Blaise Compaoré. Mais l'histoire retiendra quoi? Que pendant 27 ans au pouvoir, 3 ans avant, après qu'il lui ait installé Thomas Sankara, le vrai stratège militaire qui avait compris comment est-ce qu'il fallait conduire son peuple vers des rivages plus paisibles, et avec la respectabilité mondiale, c'est lui, Blaise Compaoré. Et il l'a fait. Parce que quand il a cédé de pouvoir en 1987, le 15 octobre, il n'y avait qu'un seul étage à Ouagadougou et 3 feux rouges. Mais lorsqu'il quitte, comment on appelle le pouvoir, sous un coup d'État civilo-militaire, il laisse derrière lui un pays construit. C'était la plaque tournante de l'Afrique. Alors, ce sont ces éléments. C'est-à-dire, le jeune homme aujourd'hui qui est au pouvoir, à l'âge de 33 ans, il naquit quand Blaise était déjà, président du Faso. Okay. Alors, comment pouvez-vous comprendre que, subitement, cette rue, parce que la société politique est très politisée au Burkina Faso, manipulée par les doctrinaires, qui... Donc, dans les 30 secondes pour terminer. Donc, qui précisément, non mais c'est important. Bien sûr, c'est important, mais plusieurs personnes veulent réagir. Une émission soit dédiée à cela, pendant 2 heures ici, pour extirper et pour expliquer à la conscience mondiale tout ce qui a comme vice dans tout ce qui se produit aujourd'hui. Parce que les acteurs actuels, je les connais personnellement, côté cour comme côté jardin. Je sais comment est-ce que, pendant 48 heures, je n'ai pas dormi, les appels de Ouagadougou, les appels d'Abidjan, parce que précisément, il était bon que, pour une fois, on dise aux Africains de sortir de l'illusion, comme l'a dit mon jeune frère. D'accord. En attendant l'organisation de cette émission de 2 heures, je vais donner la parole à Saleh Tiomoko, qui je pense que réagir. Dans les motivations qui ont présidé à ce coup d'État, le capitaine l'a dit hier, Sylvain l'a soulevé, il a parlé d'embourgeoisement de l'élite, que les chefs se sont embourgeoisés, et donc il parle d'argent, première chose. Mais la vraie raison, et je pense qu'on peut aller au-delà dans la réflexion, c'est que Damiba, depuis 8 mois, hésitait à faire appel à Wagner. C'est officiel. Il a refusé pendant 8 mois de recevoir la délégation de Wagner au Mali, au Burkina. Et quand le capitaine dit qu'il est venu faire 1 semaine à Ouaga pour convaincre Damiba d'accepter la solution que lui venait proposer, la solution c'était de faire appel justement à Wagner. Et comme il refuse de le faire,
eh bien, ils ont décidé de le renverser. Parce que quand ils font l'opération, qu'ils n'ont pas arrêté le lieutenant qui était en sécurité, parce qu'eux tous sont des forces spéciales, donc ils savent ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut suivre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire la réflexion plus loin. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie opération spéciale de déstabilisation de toute l'Afrique noire francophone en passant par les pays les moins avancés au point de vue de la démocratie ou bien au point de vue même de l'éducation. Opération qui viendra de qui? La Russie. D'un autre modèle sociétal qui arrive en Afrique. Et parce que moi, 2 heures avant que le sous-lieutenant ne vienne dire que Damiba serrait avec la France, 2 heures avant, des activistes pro-russes avaient déjà commencé à annoncer sur les réseaux sociaux que Damiba était sous la protection de la France et qu'il fallait que le peuple burkinabé sorte. Et 2 heures plus tard, il vient confirmer en utilisant le conditionnel, mais il sait très bien que le conditionnel n'avait aucun sens et qu'en disant simplement la France, ça suffisait pour que les gens descendent dans la rue pour aller faire le coup d'État. Donc vous voyez que dans le fond, c'est une bataille qui arrive. Et moi, je pense que la cible réelle dans tout ce qui se passe là, c'est la Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Vénonce Konan, je sais que vous allez réagir à ce que Cheikh Tidiane a dit, aller dans le sens d'Assalé Semoko. Assalé a dit. Voilà, je suis totalement d'accord avec lui. D'accord, mais justement, je vais vous poser en même temps la question. Est-ce que tout ce que Assalé a expliqué, tout ce que vous expliquez sur ce plateau, ne vient pas trouver justement un sentiment anti-français grandissant au Burkina? Je dirais qu'il y a une manipulation terrible dont nous sommes l'objet. De la part, on oublie que les djihadistes là, ils sont très forts aussi dans la communication. Ça, on l'oublie. Ils sont très forts dans ça. Il y a les Russes qui convoitent notre région. On ne peut pas le nier non plus. Ils ont leurs relais qui sont là, les panafricanistes soi-disant, là, on les connaît, qui sont payés, c'est connu par la Russie pour déstabiliser. C'est juste ça. Donc aujourd'hui, il vient de le dire, c'est le camp pro-russe contre le camp non pro-russe. C'est les pro-russes qui ont gagné actuellement. Voilà, c'est tout. Oui. Moi, justement, Assalé nous donne l'occasion de parler de ces fameux panafricanistes qui sont à Amiens, qui sont à Paris, et qui ne sont pas ici, voilà, et qui reprochent tous les mots d'Israël à la France. Moi, je veux bien que la France, on lui reproche des choses. Mais il faut que les gens soient conséquents. Quand notre ami dit que la France devait accompagner le convoi, mais où est l'armée burkinabé? Où est l'armée burkinabé? Ou bien, on ne veut pas de la France. On le dit clairement. Ou bien on attend que la France fasse le boulot de nos armées à leur place. Il y a une incongruité. Le fait, on dit pourquoi le faire. Je ne comprends pas ces gens qui disent au nom de... Ils sont contre le 3e mandat, ils sont contre ceci, ils sont pour la démocratie. Et ils soutiennent Poutine, qui est au pouvoir depuis 2000. Ça fait 22 ans. Mais qui est le précurseur des plusieurs mandats. Maman Alex, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Maman Alex, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Les nombreux mandats, là, le père moderne des nombreux mandats, c'est Poutine. Alors, je ne comprends pas ces panafricanistes qui sont à Paris, qui se prennent le passeport français, et qui... Quand vous regardez le contraste entre ces jeunes gens qui étaient devant la télévision burkinabé, euphoriques, et la gravité qu'on voit sur le visage des chefs religieux, on voit bien qu'il y a 2 mondes différents. Il y a des jeunes gens désœuvrés, je suis désolé de le dire, manipulés par des pseudo-panafricanistes de pacotille. Et puis, il y a le pays réel qu'on voit avec les chefs religieux, qui voient que leur pays est en danger. Merci, et ceux-là, il faut que les militaires, je crois que le colonel Damiba, maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, il va bien réfléchir pour raisonner ses autres camarades d'armes, pour dire que la place des militaires n'est pas dans le coup d'État. Il ne faut pas jouer avec le feu. Merci Guillaume Bateau. André Sylvain Konan. Oui. Il y a une chose qui est certaine. Si le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba agissait un peu comme Assimi Goïta au Mali, donc accusait constamment la France, donc avait recours à la Russie, je suis convaincu qu'il serait encore au pouvoir. Tout à fait. Parce que dans le 2e communiqué des putschistes qui sont actuellement au pouvoir, ils ont clairement mentionné le fait qu'ils voulaient avoir recours à une autre force, à une autre puissance. Ils ont clairement dit, au moins ils utilisaient le conditionnel pour la présence supposée de Damiba sous protection française. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le vrai problème, Massalé l'a dit, c'est vraiment un problème de Wagner. Mais très souvent, je dis à ceux qui me contredisent sur le sujet,
Wagner a réussi en Centrafrique, pourquoi? En Centrafrique, il n'y avait pas d'armée. Il y avait Bangui qui était plus ou moins sécurisé. Mais Wagner a réussi là-bas parce que là-bas, en Centrafrique, les rebelles, c'était des paysans qui avaient des flèches, des machettes et attachaient des fétiches sur le front. Ce n'est pas le cas au Mali, ce n'est pas le cas au Burkina Faso. Okay. Au Mali, au Burkina Faso, on a des gens qui ont fait la Libye, qui ont fait la Syrie, qui ont été des anciens compagnons de Ben Laden. Quand vous prenez donc Jafar Diko, patron de Ansarul Islam, qui est l'un des chefs djihadistes burkinabés du Burkina, mais c'est un compagnon de qui? Amadou Koufa, le patron de la Katiba Massina, qui est lui-même l'un des proches du patron IAG, j'ai toujours du mal à Gali, voilà, de AQMI. Vous voyez, ce n'est pas des gens, les terroristes qui ont occupé le Mali et le Burkina, ne sont pas des gens qui ont des flèches et des machettes comme en Centrafrique. Ce sont des guérillards. Mais j'aimerais rapidement qu'on revienne un peu sur la personnalité du capitaine Ibrahim Traoré. Qui il est en réalité? Le capitaine Traoré est entré dans l'armée en 2010 en tant que sous-lieutenant. Il a passé presque toute sa carrière professionnelle à Kaya, première région militaire. Je parle sous le couvert de Bamba Alex, qui est le spécialiste du Burkina. Première région militaire. Le capitaine donc a été nommé, si vous voulez, le patron du bataillon d'artillerie. Mais prenez Kaya. Kaya n'est pas la région la plus sécurisée du Burkina. Bien au contraire, l'attaque de Dori, c'était là-bas. Il y a un village qui a été attaqué, Banou, j'ai oublié le nom. C'était là-bas. Donc, il était le patron, l'un des patrons de cette région militaire qui n'était pas la plus sécurisée. D'accord, merci. On note bien, André Sylvain Conon. Je vais vous donner la parole, Cheikh Tidiane Diarra, pour réagir à tout ce que vous avez entendu sur ce plateau suite à votre réaction, assez rapidement pour qu'on puisse refermer ce premier sujet. Oui, ça me fait toujours rigoler d'entendre des journalistes dire Wagner, avaler tout ce que les presses occidentaux racontent au fait. Ça me fait tellement rigoler que nous-mêmes, Africains, on n'est pas du tout capables de raisonner, de partir chercher des informations et les diviser. C'est vraiment dommage. C'est dommage parce que si on veut réellement traiter tout ça, Wagner ou pas Wagner, je pense que vous avez la possibilité de le savoir. Je veux vous rappeler quelque chose tout simplement. Lorsque le Mali ou le ministre de la Défense et des Armées maliennes est parti au niveau de la Russie, il n'a pas rencontré Wagner, il a rencontré le chef d'état-major de la Russie. Et en plus de cela, lorsqu'on a réceptionné les aéronefs au Mali, ce n'était pas Wagner qui était présent, mais l'ambassadeur de la Russie qui était présent. Et tous ces là, il faut lui demander si Wagner est là-bas ou non. C'est dans l'imaginaire, c'est dans l'imaginaire européen qui raconte du tout et dit n'importe quoi. S'ils veulent attaquer un pays ou quelque chose d'autre, il faut inventer quelque chose. Et aujourd'hui, personne n'arrive encore à prouver que Wagner est au Mali avec des images nécessaires, avec l'identité. Parce que c'est très important de le dire. Les images qu'on nous montre chaque fois, c'est des images de très loin. Ce n'est pas des images identifiables qu'on peut identifier des personnes formellement. Et je tiens à préciser aussi que, pour continuer, lorsque on s'attaque aux panafricanistes et tout, moi je ne suis pas panafricaniste. Je suis malien de nationalité, je ne suis pas français, je tiens à le préciser. Je suis de nationalité malienne, africain par excellence. Et je vais dire quelque chose pour finir. Lorsque vous traitez les panafricains de ceci et de cela, il faut savoir qu'il y a une jeunesse aujourd'hui décomplexée, qui n'a plus peur, qui est frustrée dans les villages, qui ne savent pas où mettre la tête, qui n'ont pas de boulot, qui ne savent pas quoi faire. S'il vous plaît, tout ce qu'on le dit aujourd'hui, croit à cela. Et l'Occident a cherché un moyen de toujours accuser la Russie. On a vu le discours d'Emmanuel Macron à l'ONU. Il a fait tout son discours en s'attaquant à la Russie. Tout ce qui se passe de malheur aujourd'hui en France, c'est la Russie. Et je suis dans le domaine de l'énergie, je vais finir par là. Lorsque le coût de l'énergie aujourd'hui est vraiment trop cher, on accuse la Russie. On dit c'est la Russie. C'est la Russie qui a imposé une guerre. S'il vous plaît, messieurs. Mais qui a imposé les sanctions à la Russie? Il faut savoir qu'on doit sortir de ces débats
tout le temps de se gaver des écrits médiatiques occidentaux et que nous-mêmes Africains, on arrive à produire des choses médiatiques et qu'on cherche à savoir ce qui se passe dans notre continent. D'accord, merci. Tantôt des trucs comme ça, je vais finir par là. En fait, les deux militaires qu'on dit que les deux militaires sont morts. L'information a été donnée par Jeune Afrique, excuse-moi. L'information a été donnée par Jeune Afrique. Mais qui a vu des photos? Aujourd'hui, on est dans un monde tellement connecté que la personne qui a passé le truc pouvait prendre une photo. Merci. Merci. On va, s'il vous plaît. Oui, mais on va vous permettre de réagir à Arthur Bonga et Bomba Alex et on va refermer ce premier thème parce qu'on a beaucoup de thèmes à aborder. Je veux dire à M. Cédric, c'est peut-être lui qui est complexé. C'est peut-être lui qui cherche M. Cheikh Tidiane, peut-être lui qui est complexé, peut-être lui qui ne sait pas comment on fait des recherches et peut-être lui qui ne sait pas comment on fait du fast-checking. On a quand même des journalistes qui étaient journalistes quand vous n'étiez pas nés. Je parle de Vénance, je parle de Alex, donc un peu de respect pour ces grands journalistes africains qui ont été primés, qui ont eu des prix africains, pas des prix nécessairement européens, première chose. Deuxième chose, il fallait juste écouter le discours de Poutine, je crois, en fin d'année. Il a reconnu lui-même que Wagner est au Mali, mais à titre privé. Ça, c'est Poutine qui le dit. C'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Wagner lui-même est au Mali. Donc, bon, ça, c'est vous qui devez arrêter de voir vos groupes Telegram où on vous empoisonne. Il faut aller vérifier vos informations. Poutine même le dit. Et puis, vous venez dire qu'on n'a pas dit. Première chose. Deuxième chose que je veux dire. Deuxième chose que je veux dire. Il n'y a pas de... c'est pas parce qu'il y a 200 ou 300 jeunes qui cassent dans les rues qu'ils sont décomplexés. Moi, je pense qu'aller casser un institut, c'est du vandalisme, ça peut être décomplexé. Donc, arrêtez de prendre du vandalisme pour quelque chose qui est décomplexé. Les jeunes décomplexés, il y en a plein dans les amphis. Moi, je suis prof à l'université, je les croise, on discute, on rediscute, ils parlent d'avenir. Les jeunes décomplexés, c'est les jeunes qui innovent partout qu'on voit en Afrique, c'est start-up d'Africains, c'est ça l'Afrique. C'est pas ces jeunes manipulés qui vandalisent, qui cassent, qui crient à bas ceci, cela, qui sont décomplexés. Les vrais décomplexés, c'est cette jeunesse africaine en qui nous croyons. Et ces jeunes africains, justement, qui ne se restent pas avalés par un passé douloureux, certes, mais qui, au contraire, nous donne la force de réagir et de nous construire. Donc, les décomplexés, il faut les chercher ailleurs. Ah, tu Bonga l'a bien compris. Bomba Alex. D'accord, Bomba Alex. Je n'ai pas entendu. S'il vous plaît. Bomba Alex a la parole. Je suis historien. Je ne l'ai pas nié. Mais utilisez le passé. S'il vous plaît, un peu d'ordre sur ce plateau. Je suis historien, je vous rappelle. Donc, mais utilisez le passé pour déformer, pour détruire les peuples, pour casser les amitiés, pour déconstruire l'humanité. Ça, c'est utilisé de façon, et d'ailleurs pour mentir, comme vous avez reconnu vous-même qu'il y a eu mensonge et manipulation, c'est une façon désastreuse, honteuse d'utiliser le passé. Le passé doit construire les peuples. Le passé doit permettre aux gens de rêver. Ce passé il doit être pris pour mettre en évidence. Moi, je veux que les Africains sachent qu'en Afrique, on a eu des ingénieurs, que dans notre passé, nous, Africains, on a créé des choses, on a inventé, que nous, Africains, on était déjà au 16e siècle, des gens qui étaient capables de commercer avec l'Amérique, de commercer avec l'Asie. C'est ça le passé. Arthur Bonga, merci. On a bien noté, on a bien compris. Merci Arthur Bonga. Bomba Alex. Alors, le frère du Mali voit bien que cette rhétorique panafricaniste a ses limites. Il s'adresse à des personnalités qui ont un niveau de culture, une perception du monde qui est antérieure aux connaissances livresques dont il s'est fait aujourd'hui le chantre. La réalité aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Comment ce peuple vit-il? Quelle est sa réalité? Cette jeunesse dont il parle, c'est une jeunesse qui depuis 2014 a été instrumentalisée, vit dans le misérabilisme. Comment la sortir cette jeunesse-là de cette situation qui ne lui permet pas de s'assumer comme telle? Bref, deuxièmement, et pour conclure, avant que vous ne passiez à autre chose, il faut prendre date, aujourd'hui avec l'histoire. Cette armée a fauté contre elle-même. D'accord. Parce que il est inadmissible qu'aujourd'hui, dans un monde aussi ouvert, où l'information va à une vitesse grand V, qu'une colonne de responsables, fût-il aussi brillant soit-il encore que j'en doute, parti de Kaya pour arriver à Ouagadougou, sans que ni l'état-major, ni le chef de l'État, qui lui-même est lieutenant-colonel, ancien commandant de théâtre, n'en a été informé et a été capable de prendre des dispositions. C'est une faillite totale de la chaîne de commandement. D'accord, Bomba Alex. Ok. Je dis juste deux choses. Bateau, rapidement, en faisant attention à vos mots. Oui, je veux faire attention. Quand on parle à des gens, il faut d'abord s'exprimer. On parle le français, il faut qu'il s'exprime correctement. Ça, c'est important. Parce que ça dénonce la qualité de l'individu qu'on a en face.
Parce qu'il ne peut pas nous faire des leçons, faire des fautes, multiplier les fautes langagières et élémentaires. Je crois que votre réaction on ne peut pas nous complexer avec ces pseudo-panafricanistes. Je dis des pseudo-panafricanistes qui sont à Amiens, qui sont maliens, mais qui vivent à Amiens et qui ne vivent pas à Bamako. C'est trop facile. C'est trop facile. Tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, mais quelle solution les gens proposent notre aîné maître Baba s'appelle le misérabilisme. C'est ça la vraie réalité. D'accord. Quel est le taux de pauvreté aujourd'hui à Bamako, à Conakry et à Ouagadougou par rapport aux situations antérieures? On ne peut pas cacher ça avec le soleil, avec des incantations de panafricanisme à 2 balles. Je suis désolé. Merci Guillaume Bato. On va faire juste une petite pause et au retour, certainement, on va aborder le 2e thème de ce soir. Le port d'Abidjan est le poumon de l'économie ivoirienne. Depuis 2012, il est en travaux pour agrandir le canal de Vridi, moderniser le terminal à pêche, construire un terminal roulier, un second terminal à conteneurs, un terminal céréalier et réaliser 40 hectares supplémentaires de terrains industriels. Conforme aux standards internationaux, il est certifié aux normes qualité ISO 9001, environnemental ISO 14001 et de sûreté ISPS. Le port d'Abidjan est le leader de l'Afrique de l'Ouest. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Abidjan Kitoko, le plus grand spectacle de musique congolaise jamais réalisé en Côte d'Ivoire. Samedi 8 octobre 2022 à partir de 20h au Palais des Congrès du Sofitel au Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, les orchestres Kitoko Malamou, Motema Pambe, Ingénieur Douglas et le TP Mazambe, Congo Brazza, 100% Seto et Impression des As, Congo Kinshasa, DJ Amarula et le retour du roi de la forêt, Werason. Entrée 30 000, 50 000 francs VIP et 100 000 francs VIP. Infoline 0585 23 33 33. L'Afrique fait son cinéma au cœur de Paris. La 4e édition du Festival international du film africain vous donne rendez-vous du 30 septembre au 8 octobre à Paris Champs-Élysées. À l'affiche, long et court métrages, documentaires, séries, masterclass et le Grand Prix BFM Paris Île-de-France sur la diversité et l'inclusion. Billetterie sur afsc.fr. Mon cher, allume ta radio. La musique, la bonne musique. Et sur Nostalgie. Nostalgie. C'est doux. C'est trop jazz. Nostalgie. C'est chic. Il y a un word dans façon là. Le goût de chien. C'est ça le goût de chien. Ma radio, c'est Nostalgie. Laisse ta radio allumée. C'est nous, les boss. Nostalgie, the best. Le plus grand rassemblement international des adorateurs venant des 4 coins du monde pour expérimenter la puissance libératrice de Dieu par le chant avec la sœur Geneviève Brou en live. Le RIA 6e édition, dimanche 9 octobre, au stade de l'Université d'Abidjan Cocody dès 16h. Goûtez à la puissance de la louange et de l'adoration véritable qui brise les chaînes du mal. Tickets à 5 000, 10 000 et 20 000 dans les points de vente habituels 01 03 21 20 54 et rendez-vous au RIA avec Geneviève Brou en live en partenariat avec NCI. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et la Société ivoirienne de télédiffusion IDT, en collaboration avec l'Institut national de statistique INS, informent la population ivoirienne que les agents sillonneront les ménages pour une étude sur la télévision numérique terrestre, TNT, sur toute l'étendue du territoire national. Nous vous prions de leur réserver un bon accueil. Infoline 1307. Tu sais qu'il existe des applications pour gérer ça? Bah, signe déjà. C'est fait. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Attendez. Merci. Accélérer la transformation digitale de votre entreprise, c'est notre métier. Orange.
Si vous nous prenez en marche, vous suivez NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI. Nous avons abordé le premier sujet, le Burkina Faso dans la tourmente. Et maintenant, nous abordons le deuxième sujet. C'était la mission de la dernière chance de la vie de plusieurs observateurs. Une mission de haut niveau de la CEDEAO s'est rendue à Bamako pour tenter de dénouer la crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il s'agissait d'obtenir la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako par la junte au pouvoir. Je vous propose cette analyse, ce reportage de Pierre Dipomélin et on en parle juste après avec nos invités. Le président gambien Adama Barrow, puis son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo sont arrivés séparément en milieu de journée à l'aéroport de Bamako et ont pris la route de la présidence malienne. Initialement annoncé, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Elle a été mandatée par les dirigeants des États membres de la CEDEAO, réunis en sommet le 22 septembre dernier, pour essayer de trouver une issue à la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ces soldats ivoiriens arrêtés et emprisonnés à Bamako par la junte au pouvoir devaient, selon Abidjan et l'ONU, participer à la sécurité du contingent allemand des casques bleus au Mali. Mais Bamako a dit les considérer comme des mercenaires venus attenter à la sûreté de l'État. La junte malienne au pouvoir depuis 2020 a prévenu, avant de recevoir la mission, qu'elle ne se laisserait pas imposer une solution. Retour sur ce plateau pour aborder donc ce thème. Cheikh Tidiane Diarra, vous l'avez dit en première partie d'émission, vous êtes malien, vous avez suivi de près cette crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Votre avis avant de passer la parole à toutes les personnes ici avec moi à Abidjan. Disais quelque chose lorsque mon frère disait voilà, il faut corriger, il faut parler correctement le français. Je ne suis pas français d'abord, je suis malien et je tiens à lui rappeler que je suis ingénieur en stratégie et conduite en énergétique et les énergies renouvelables. J'ai une licence en physique énergétique et j'ai été major de ma promotion. Je tiens à lui rappeler, ce n'est pas la langue qui fait la personne, mais c'est le savoir d'analyser. Je vais rebondir sur la question. Pour moi, la mission de la CEDEAO, ça a été l'échec sur 3 points. Okay. Ça a été l'échec sur 3 points. La première point, c'est d'abord le Mali est suspendu. S'il vous plaît, laissez-le terminer. On va l'écouter et on va ensuite... Les instances de la CEDEAO ont fait une réunion sur les 46 militaires ivoiriens aujourd'hui au Mali, détenus au Mali, sans la présence des autorités maliennes. On peut dire, voilà, on ne veut pas le président, était militant, on ne veut pas le premier ministre. On pouvait quand même inviter le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, pour assister à cette réunion et puis faire face au président Alassane Dramane Ouattara et discuter de la situation et voir les différentes preuves d'un côté et de l'autre côté pour pouvoir analyser la situation. Le deuxième point de l'échec de cette mission est que on ne va pas demander à quelqu'un de négocier avec cette personne et en plus de cela, on lui dit de libérer immédiatement les personnes détenues au Mali. Je pense que c'est une erreur de faire cela et partir en négociation avec cette personne-là. Vous êtes déjà reçu avec des arguments en disant que voilà, ils ne viennent pas discuter avec nous, mais ils veulent nous imposer quelque chose au fait. Donc ça, c'est la deuxième échec. La troisième, c'est que lorsque ces présidents sont venus... C'est difficile de communiquer parce qu'à un moment donné, c'est mieux d'avoir des contradictions sur le plateau, c'est très très intéressant. Moi je donne mon avis, vous avez tous vos avis aussi. Allez-y, continuez, on vous écoute. De raisonnement en fait, parce que si toutefois il n'y a pas de contradiction chaque fois sur le plateau, s'il y a quelqu'un qui contradit, c'est vraiment blessant pour vous. Je suis désolé. On vous écoute pour votre avis. Allez-y, le troisième point. Je donne mon point de vue. La deuxième partie, troisième point que je voulais évoquer, ça c'est on ne peut pas sortir médiatiquement et dire des choses. Par exemple, Guterres dit ce ne sont pas des mercenaires, mais on ne lui pose pas la question si ce ne sont pas des mercenaires, ils sont de quel corps au fait? Ils sont des NSE. Est-ce que vous avez de preuves? Non. Et le débat a été uniformisé où l'interview des différents chefs d'État et le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a été uniformisé. La seule question qui les a été posée, est-ce que ce sont des mercenaires? Ils ont répondu tous non, ce ne sont pas des mercenaires, sans apporter plus de précision. Ils ne sont pas des mercenaires, ils sont quoi alors?
Qu'est-ce qu'ils sont partis chercher au Mali? Et c'est ça aussi que je reproche à beaucoup d'Ivoiriens. Au fait, on tape sur les autorités maliennes, mais on ne pose jamais la question réellement. Qu'est-ce que ces soldats ivoiriens sont partis faire au Mali? Personne qui tombe sous le tableau sont les journalistes, je vais les demander s'ils ont de preuves ou l'ordre de mission de ces militaires-là qui a été envoyé au moins à la MINUSMA et aux autorités maliennes pour les avertir de l'arrivée de ces 47 militaires au Mali le 10 juillet passé. C'est très très important de le rappeler et ne me sortez surtout pas la note interne. On sait tous qu'il y a une note interne qui circule sur les réseaux sociaux. C'est la note interne qui passe de chef d'état-major qui va au ministre de la Défense et c'est pas une note externe qui a été adressée au Mali. Donc il faudrait vraiment analyser la chose sous tous les angles pour avoir vraiment une vision ouverte au fait que de taper sur une seule partie opposée au fait. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment logique. Merci. D'accord. Assalé Timoko. Bien, moi, je pense que la mission de la CEDEAO au Mali ne peut pas être qualifiée d'échec parce que les informations dont nous disposons vont dans un sens contraire. Il semble que les choses se soient plutôt mieux passées qu'avant. Et que dans les jours qui viennent, il y ait une décision qui soit prise par l'autorité malienne. La preuve, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de communiqué après. Il n'y a pas eu de déclaration. De déclaration après ces échanges-là. Ça participe d'un processus. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit que je pensais, selon les informations auxquelles j'ai accès, que tout ça participe d'une opération dont la finalité est d'arriver à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand le Premier ministre par intérim malien dit par exemple que le président du Niger n'est pas nigérien. Les gens pensent que c'est quelque chose qu'il a affirmé de façon anodine comme ça, non. C'est parce que cette affirmation doit permettre à l'intérieur du Niger d'infuser dans l'esprit des gens pour que l'armée du Niger se révolte contre un individu qui n'est pas de leur nationalité. C'est ça le but en réalité, que les gens ne veulent pas expliquer. Ensuite, quand on retient 49 soldats ivoiriens, et puis après on libère 3 et qu'on garde les autres, qu'on judiciarise le processus, ça participe au-delà de ce qu'on pense à une opération dont la finalité serait peut-être qu'à l'interne en Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne se révolte. Peut-être qu'on va me traiter d'alarmiste, mais quand on fait l'analyse en profondeur, on découvre que ce que les Maliens font, ils n'agissent pas eux-mêmes en réalité, ils sont agis. Parce que la finalité, c'est la France que les gens veulent déstabiliser, que les gens veulent chasser de l'Afrique. Et ils considèrent que tant que la Côte d'Ivoire tient, la France tiendra dans ces pays-là. Donc il faut mettre un processus en place pour que la Côte d'Ivoire bascule et qu'ils puissent continuer le processus. Donc, ils ne vont pas libérer parce qu'ils attendent des résultats en faisant traîner l'opération. Sinon, ils savent tous qu'ils ne peuvent pas, juridiquement, continuer à garder nos soldats dans le main là-bas. D'accord. Bon, bah, Alex, et ensuite je vais aller sur gauche. C'est la politique des petits pas. Il est de coutume qu'à la CEDEAO, les pratiques se fassent comme cela se doit. Et puis, au fil des discussions, on finit par trouver un accord. Notre frère, tout à l'heure, a été très sentencieux. Il affirme que la rencontre de Bamako aurait été un échec. Il n'a pas la preuve. Il n'est pas Nostradamus. Ou alors, s'il a eu un filtre du mage pour nous dire que, bon, évidemment, ça vient de lui, et comme tel, bon, il a la science infuse. Non. Ce sont des hommes qui agissent, qui tiennent compte d'un certain nombre de réalités pour que l'intelligence humaine finisse par imbiber la réalité actuelle. Les soldats se sont-ils retrouvés à Bamako et le secrétaire général des Nations Unies. Là-dessus, je crois que le monde entier accepte toutes les résolutions des Nations Unies qui a succédé à la SDN, la Société des Nations. Pourquoi? Parce que sinon, ce serait la jungle. Chacun ferait ce qu'il voudrait. C'est la gardienne des valeurs de chaque État et de chaque pays. Le secrétaire général dit que ce ne sont pas des mercenaires, mais que celui-ci, qui n'a aucun intérêt particulier a priori en Afrique, a fortiori en Côte d'Ivoire, dit aux Maliens, non, ces hommes sont connus de nous, de nos fichiers, ils ne sont pas des mercenaires. Mais alors, d'où vient-il que certains veulent
veulent se comporter comme si ils étaient, j'allais dire, le rayon du soleil qui est clair. Non, je vais terminer, troisièmement, en guise de conclusion. Alors, ce qui est choquant davantage, c'est la posture et le langage tenu par le Premier ministre par intérim, le colonel Maïga, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais comment peut-il, lui, si jeune, alors que, après Modibo Keïta, il y a eu Moussa Traoré, et que Alassane Ouattara, premier chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, a rencontré Moussa Traoré, a parlé, a discuté avec lui. Peut-être sans doute il n'était même pas encore dans l'armée. Mais l'allégorie du chameau et du dromadaire, dont il a voulu se faire le chantre pour essayer de minimiser ou voir ridiculiser le chef d'État de Côte d'Ivoire. Mais il a mis lieu de la compétence du brio, du technocrate, qui a siégé dans le sein des saints aux Nations Unies, aux États-Unis, au Fonds monétaire international, et qui transforme aujourd'hui la Côte d'Ivoire à l'image de ce que fit le père fondateur Houphouët-Boigny. Mais comment donc, en tant qu'Ivoirien, patriote africain, malien sans doute, la frontière, la bande, les us et coutumes, les pratiques ancestrales, c'est quasiment la moitié de la Côte d'Ivoire. Bon, Alex, on note bien. Atou Bonga est très impatient. Pour dire que nous aurions pu nous comporter de façon aussi irrévérencieuse. Mais nous avons une éducation. Et nous n'en ferons pas autant. Mais gare à lui, si jamais il s'aventure à vouloir traiter le président Ouattara comme il a fait, mais il saura qu'on peut être tout le contraire de ce que nous sommes sur le Atou Bonga. D'abord, je ne crois pas que ce soit un échec. Pour avoir un échec ou pas, il faut attendre les résultats. Et le fait qu'il n'ait pas eu de communiqué en sortant, ça veut dire qu'ils sont encore en attente de ces résultats. Donc on ne pourrait pas préjuger, dire que c'est un échec ou pas. Néanmoins, il a soulevé 3 points, M. Diarra. D'ailleurs, je félicite M. Diarra d'apporter la contradiction. Quand on s'est parlé, est venu cet après-midi, je me disais, on en avait parlé, il fallait de la contradiction. C'est très bien et on vous remercie pour ça. Mais le Mali n'est pas invité, tout simplement parce que le Mali est sous sanction. Ils n'ont pas de place à la CEDEAO, c'est des putschistes. Si vous voulez participer au réunion de la CEDEAO, déjà, il faut arrêter de faire des coups d'État. Ça, c'est la base à la CEDEAO. Donc, les putschistes ne sont pas invités aux réunions de la CEDEAO. Voilà pourquoi le Mali n'était pas présent à la réunion de la CEDEAO. Il parle de négociations, mais quand on vient à des négociations, on a un but. Et quand on a un dossier qui dure depuis des mois, on a eu le temps d'avoir des dossiers, de regarder. Et donc, après la médiation togolaise qui a rendu compte, la CEDEAO s'est réunie et a compris que ce n'était pas des mercenaires. Et il veut savoir, bon, écoute, on a largement parlé de ça, mais je vais attirer l'attention de M. Diarra sur un truc. La justice malienne s'est saisie depuis le mois de juillet et jusque-là, elle n'a pas encore eu de preuves de mercenaires. Bon, dans toute injustice, je dis même pas que l'insuffisance de preuves, même s'il y a un début de preuves, bénéficie à l'accusé. Donc c'est pas la Côte d'Ivoire, normalement, puisque c'est devenu un dossier juridique chez vous au Mali, c'est à la justice malienne d'apporter les preuves que les Ivoiriens sont mercenaires. Sinon, quand le secrétaire général de l'ONU, quand la ministre de la Défense allemande, quand la CEDEAO vous dit que ce n'est pas des mercenaires, je pense qu'au bout d'un moment, on peut comprendre qu'ils ont quand même un minimum de connaissance de ce dossier-là. Bien noté, Atou Bonga. Avant de passer à ma gauche, je vais donner la parole à un téléspectateur qui nous appelle de Bingerville. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir, on vous entend. Allô? Oui, on vous reçoit parfaitement. Vous m'entendez? On vous entend. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau, les journalistes. En fait, comme Salahé le dit, il a plusieurs fois répété, moi personnellement également, je pense que le but de rechercher par tout ce qui se passe actuellement autour de la Côte d'Ivoire, c'est d'atteindre la Côte d'Ivoire. Parce que qu'on le veut aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on va dire au niveau de la CEDEAO, l'UEMOA, la Côte d'Ivoire représente, tout le monde sait à combien la Côte d'Ivoire représente, combien la Côte d'Ivoire représente dans cette institution. Et si tant qu'on ne touchera pas la Côte d'Ivoire, tant que la Côte d'Ivoire va résister, et ceux qui veulent les panafricanistes aujourd'hui, qui s'appuient sur la Russie, je ne sais pas pourquoi, comme on a dit sur le plateau, la Russie, c'est l'État où le président fait près de 20 ans comment dire, plusieurs mandats, près de 20 ans de pouvoir, tant de pouvoir, je ne sais pas. Et pourquoi ces panafricanistes veulent forcément que la Russie nous aide l'Afrique à quoi que ce soit.
On sait que tous les pays, que ce soit l'Occident, la France, comme aujourd'hui, on ne veut pas entendre parler de la France. La Russie, quand ils vont venir en Côte d'Ivoire, excusez, quand ils vont venir aider, quel que soit l'État qui va venir aider, ils veulent également chercher leurs intérêts. Personne ne va venir aider un pays au jour d'aujourd'hui sans intérêt. Ce n'est pas possible. Donc, au jour d'aujourd'hui, les soldats, nos soldats qui sont actuellement au Mali, c'est comme un cheval de Troie. Ces soldats-là ne seront pas libérés puisque on cherche à créer un trouble en Côte d'Ivoire. On cherche à ce que les Ivoiriens et les étrangers commencent à se faire par là, quelque chose se passe en Côte d'Ivoire. C'est le but visé par ce fait-là. Sinon, comment comprendre que tout le monde est unanime à dire que ce ne sont pas des mercenaires? Comment comprendre que 46 soldats sont maintenus en prison pendant que 950, je ne sais pas combien, 800 sont déployés? Quand vous ne voulez pas d'un pays comme vous l'avez fait avec la France, tout le monde part, vous chassez tout le monde. Donc comme ça, aucun contingent ne devait être déployé encore. On devait chasser tous les militaires ivoiriens. On les arrête tous. Pourquoi on ne les arrête pas tous? Et 46. D'accord. 46, quand on pense, attends, pour aller faire coup d'État dans un pays, 46 personnes avec des femmes dedans, je n'ai pas dit les femmes ne peuvent pas faire de coup d'État. Les femmes ne peuvent pas. Je vais vous donner quelques secondes pour terminer. Les mères de famille qu'on a vues, ce sont ces personnes-là, on va faire coup d'État. Ce n'est pas des mercenaires, tout le monde est unanime. D'accord. L'ONU l'a dit, la CEDEAO l'a dit, tout le monde l'a dit. Ces soldats-là sont les chevals du droit pour atteindre la Côte d'Ivoire, pour qu'en Côte d'Ivoire, il y ait des troubles, pour pouvoir investir le pouvoir qui est là, parce que le pays visé, c'est la Côte d'Ivoire. C'est votre avis, on le note bien. Merci pour votre appel, venant Sokonon, qui est très impatient de réagir à tout ce qui a été dit sur ce plateau jusque-là. Par rapport à la mission, je ne pense pas non plus que ce soit un échec. Bon. Okay. Puis ce n'est pas la mission de la dernière chance. On va essayer et puis on continue de négocier jusqu'à ce qu'on atteigne le résultat. Mais pour revenir à la situation du Mali, quand on regarde, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce qu'ils gagnent à se mettre à dos et la Côte d'Ivoire, et le Niger, et la France de façon aussi grossière, et l'ONU et la CEDEAO? Ils ne sont pas aussi idiots pour faire ça. C'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et c'est quelque chose d'autre derrière, là. C'est ce que Saleh a dit, là. J'adhère parfaitement. C'est un autre agenda. Ça, ce n'est que du brouillard qu'on met là, un nuage pour les 46 soldats, c'est pour pousser les Ivoiriens quelque part à se révolter. Et l'autre agenda, c'est vraiment les Russes qui sont en train de pousser les pions dans cette zone-là. Il y a quelque chose dans notre région là qui les intéresse, qui intéresse beaucoup les gens. Il y a les Chinois aussi qui sont là à côté, on les oublie. Donc nous sommes une zone qui est l'enjeu de beaucoup de batailles qui nous dépassent. Et les djihadistes, ils se frottent les mains. Et aussi, ils en profitent bien, parce qu'ils rêvent bien ça ne leur déplairait pas d'avoir un port comme San Pedro. Donc tout ça là, il faut mettre tout ça ensemble. Gongbato. Oui, moi, M. Diarra, bon, il a cité ses diplômes, je ne sais pas dans quelle langue il a fait. Oublie M. Diarra. Gongbato, s'il vous plaît. Non, vous donnez votre avis. Non, vous donnez votre avis. Vous donnez votre avis sur ce qu'il a dit. Il est ingénieur, il a fait 1 licence. Vous donnez votre avis sur ce qu'il a dit. C'est compliqué. Pour la compréhension même du débat, si le niveau de langue n'est pas à la hauteur des discussions, ça va être compliqué. Ainsi que le choix des vocables. Non, Maman Alex, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Peut-être ça va faire des frais supplémentaires. Prononcez-vous sur ce qu'il a dit. On revient sur le sujet du Mali, sur ce qu'il a dit. On n'est pas dans un grain, donc on parle le français. Voilà. S'il ne peut pas parler le français, qu'il peut parler en bambara, peut demander à NCI de lui trouver un Gongbato. André Silva dit qu'il comprend Gongbato, on peut aller sur le fond. Deuxièmement, sur le sujet de la mission de la CEDEAO, bon, je comprends que notre ami veut que ce soit un échec, parce que c'est ça qui plairait aux jeunes panafricains. Voilà. Mais la réalité est tout autre. Le Mali sait, on l'a dit plusieurs fois, le Mali sait que nous avons les moyens de leur tordre le bras et de leur faire rendre gorge et de récupérer nos soldats. Mais parce que nous nous préoccupons de la sécurité de la sous-région. Venance l'a dit, les djihadistes sont les plus heureux dans cette situation. La junte malienne, les nombreuses juntes au Burkina n'en ont pas conscience, c'est malheureux, mais tout le développement que M. Diarra, je crois qu'il est un peu en retard sur ce sujet. Toutes les informations ont été données depuis de longs mois. Ces militaires, depuis le premier jour, sur ce plateau, nous avons dit que ce n'est pas des mercenaires. Et c'est clair. Donc, je suis convaincu que après l'euphorie, les Maliens vont se rendre compte qu'ils n'ont pas intérêt, finalement, avec tout ce qui se passe, à garder nos militaires plus longtemps. Parce que
la patience de nos autorités aura des limites. On ne peut pas continuer. Et on leur a dit, quelqu'un nous a rétorqué ici que oui, mais l'électricité qu'on donne à la Côte d'Ivoire, on paye. Mais si nous, on les met dans le noir, si on les met dans le noir, ces Maliens, si on leur coupe tout accès de produits de première nécessité à ce pays, ils pensent qu'ils vont tenir. D'accord, Guillaume Gato. Il faut que nos amis maliens qui veulent se mettre sur le même pied d'égalité que nous pour nous donner des leçons, non, vous mangez dans notre main. Vous ne pouvez pas nous faire des leçons. Je suis désolé. Quelqu'un qui vous invite à manger sur sa table et vous lui tenez des propos d'immobilier, on vous n'avez plus la parole. On va les chasser de la table. André Sylvain Conon. Non, je pense qu'il faut être un peu relatif parce que la Côte d'Ivoire aussi dépend du Mali par ailleurs. Quoique les échanges, voilà. Donc, oui, et donc, non, moi je ne suis vraiment... Guillaume Bateau, s'il vous plaît, Vénance Conon et Guillaume Bateau. Au stade de vouloir convaincre qui que ce soit de ce que les soldats ivoiriens ne sont pas des mercenaires. Vraiment, on n'est vraiment plus à ce niveau-là. Quel que soit ce que vous direz aujourd'hui, quel que soit le document que vous sortirez, ceux qui ne voudraient pas y croire ne croiront pas. Davantage par mauvaise foi. Donc, je ne suis vraiment plus à ce stade. Pour moi, c'est effectivement un échec, cette mission dite de la dernière chance. Parce qu'autrement, il viendra avec nos soldats. Voilà, le secrétariat de l'ONU avait demandé la libération immédiate. Ça n'a pas encore été fait. La CEDEAO, lors de son sommet extraordinaire, avait aussi demandé. Ça n'a pas été fait. Les chefs d'État qui sont partis, ils devraient être 3, finalement c'est 2. On ne sait pas très bien la raison pour laquelle Faure Gnassingbé n'est pas parti, alors que sa présence était quand même nécessaire. Pour moi, ils ont pour le moment échoué. Voilà, en attendant qu'on voit les résultats dans les jours à venir. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, revenir un peu sur ce que le patron de Wagner lui-même a dit. Le patron de Wagner, si vous partez sur les sites de Wagner, il a dit très clairement que Wagner est en Afrique, avec au Mali, en Centrafrique, et il a cité un autre pays, trois pays, pour aider, je cite, des misérables Africains. Je cite. Voyez, il a dit, ça n'a pas choqué les panafricanistes, les trucs, tout ça. Mais imaginez si cette expression avait été utilisée par, ne serait que le dernier des fonctionnaires français. Aujourd'hui, peut-être qu'on serait en train de faire des manifestations devant les ambassades de France pour brûler le drapeau français. Et donc, pour moi, je ne suis pas de ceux qui estiment qu'il faut se libérer du maître français pour aller servir le maître russe. Je ne suis pas de ceux-là. Mais en même temps, je suis de ceux aussi qui demandent à la France de s'interroger. Pourquoi, chaque fois qu'il y a une crise, il suffit qu'on brandisse son nom pour ameuter, pour envoyer des populations dans la rue. La France doit vraiment s'interroger elle-même aussi sur sa politique en Afrique. Merci André Sylvain Conon. L'actualité est très dense. Vous êtes d'accord avec moi? L'actualité est très dense. On a 4 thèmes. On va malheureusement aborder le 3e thème. On n'a pas la possibilité, comme l'a suggéré Bomba Alex, de faire une émission de 2 heures. Il nous reste juste quelques temps pour terminer cette émission. Donc, on va aborder le 3e thème de ce soir, notamment le procès de Dadis Camara en Guinée. Je vais faire un seul tour de table juste après ce reportage de la rédaction de NCI. C'est un procès historique pour les Guinéens et un soulagement pour les victimes des massacres du 28 septembre 2009 qui ont été mis face à leurs présumés bourreaux. L'ex-chef de la junte guinéenne et plusieurs de ses collaborateurs au moment des faits ont été mis aux arrêts et emprisonnés 24 heures avant l'ouverture du procès, malgré les arguments de la défense pour leur éviter une privation des libertés. Nous avons présenté de la jurisprudence, nous avons développé tous les arguments, nos clients étaient satisfaits, nous-mêmes nous étions satisfaits parce qu'en réalité, ils ne doivent pas être privés de la liberté. Ce matin, nous nous sommes déployés à persuader M. le procureur, ses substituts, qu'ils sont partis au procès comme nous, et qu'à la veille d'un procès, on ne peut pas appeler les accusés, leur dire, bon, écoutez, on vous envoie en prison, il n'y a aucun type de détention, mais hélas, nous avons été incompris. Pour les victimes, ce procès permettra de mettre la vérité au grand jour. La vérité qui approche. Nous sommes très satisfaits du fait que, parce que vous savez, tout le temps, on demandait à ce que Alpha accepte de les mettre en congé jusqu'au moment où la justice va donner son verdict. Aujourd'hui, c'est le moment.
ils sont à la maison centrale. Je pense qu'on commence à avoir la vérité. Espérons que ça va aller. Cette vérité, toute la Guinée va la prendre. Le 28 septembre 2009, les bérets rouges de la garde présidentielle, des policiers, gendarmes et miliciens avaient fait couler le sang en réprimant un rassemblement de dizaines de milliers de sympathisants de l'opposition réunis dans un stade de la banlieue de Conakry pour démontrer pacifiquement leur force et dissuader Moussa Camara de se présenter à la présidentielle de janvier 2010. Guinée, les leçons d'un procès historique, c'est le troisième thème de notre débat. On fait juste un seul tour de table sur ce sujet. C'est une image forte quand même d'Addis Camara devant le tribunal en Guinée. Cheikh Tidiane Diarra, je vais commencer par vous, notamment pour votre avis sur ce procès qui s'est ouvert en Guinée. Et ensuite, on revient en plateau. Oui, avant de commencer encore, je vais revenir sur ce que Guillaume a dit tout de suite. Guillaume, je vais vous dire une chose. Tout le monde a un accent en français et ce n'est pas le vocabulaire ou le français qui fait une personne. Et je vais vous dire encore, j'ai parlé de ma licence parce que j'ai une licence en physique énergétique, j'ai une double licence. C'est pourquoi j'ai tenu à préciser cela. Et pour continuer, le procès en Guinée contre Dadis Camara, il fallait s'attendre à ces procès-là, mais pour moi, le procès ne serait pas équitable si le président qui a tenu la transition après Dadis Camara, Sekouba, n'est pas présent à ces procès-là, en fait, parce que lui aussi, il a des mots à dire. Il faudra l'interpeller aussi, qui vit aujourd'hui en exil, notamment entre la France et les États-Unis. Il faudra vraiment qu'il soit convié à ces procès-là, parce qu'il a beaucoup de choses à dire, parce que c'est lui qui a dirigé quand même le pays après l'incident qui s'est passé en Guinée-Conakry et à la chute de Dadis Camara. Donc, il faut qu'il dise des choses. Et aussi, ce procès-là aussi ne serait pas équitable au point où il y a une transition en cours, une transition militaire en cours qui est contestée par une partie de la société civile et aussi des partis politiques. Donc, ça ne serait pas du tout équitable. Aujourd'hui, on n'a pas Cellou Dalein Diallo qui n'est pas du tout en Guinée. Mais des nouvelles, donc du coup, il ne pourra pas apporter aussi sa contribution dans ces procès-là. Et il y a beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas du tout dans ces procès-là. Je pense que c'est très très important que ces personnes-là soient associées à ces procès-là pour que ce soit vraiment un côté équitable. D'accord, ok. Je commence par vous, Vénance Konan. Est-ce que pour vous, les conditions d'un procès fiable, équitable sont réunies? Votre avis sur l'ouverture de ce procès? Oh, a priori, oui. Je pense que les conditions sont remplies. Ils ont mis le temps qu'il fallait. Et je crois qu'ils sont assistés par la communauté internationale. J'ai dit qu'il était temps que ce procès se tienne. Parce que ça aurait été trop gros qu'il y ait eu ce crime-là et qu'il n'y ait rien, que Dadis coule des jours heureux, tranquillement à Ouagadougou. Bon, je n'ai pas bien compris la position de monsieur le précédent président, là. Comment ça s'appelle? Condé. Lui-même l'avait voulu. Dadis avait voulu rentrer en Guinée. Et il empêchait de rentrer ici. Il a exilé plusieurs fois le procès. Oui, je ne sais pas en quoi il faisait peur. Bon, je crois que lui aussi s'est surestimé. Il pense qu'il y a un peuple guinéen là-bas qui l'attendait, qui allait l'acclamer et puis machin. Mais il a fini en tôle. Bon, ben, c'est tant mieux. Je ne peux pas pleurer pour Dadis. J'ai été en Guinée quand il faisait ses Dadis show. J'ai vu quelques-unes des victimes. Et ce qu'il a fait est tout simplement horrible. Guillaume Bateau. Oui, ce procès va donner à réfléchir aux Traoré et autres Goïta qui se pavanent aujourd'hui à Bamako et à Ouagadougou, pour dire que le destin, la destinée des Pouchistes, c'est ça, de finir devant le tribunal de l'histoire. Parce que le temps, quand on a le calage, on peut se sentir fort, plus fort qu'on ne l'est en réalité. Et j'espère seulement que ce procès va être conduit. On a vu les propos de l'avocat de la défense qui a relevé un certain nombre de points qui me semblent assez importants. Il faut que les magistrats guinéens fasse un procès dans les règles de l'art. À partir du moment où Dadis lui-même est venu, ce que je trouve quand même courageux de sa part, dans un contexte un peu trouble quand même. Oui, conscient. Bon, peut-être conscient, mais je dis, à moins qu'il ait un accord avec la junte en Guinée, parce que les juntes ne sont pas toujours les moments les plus indiqués pour des procès vraiment suivis et tout ça. Mais bon, le fait qu'il soit déjà venu, il faut que la justice guinéenne garantisse ses droits, que le procès se fasse de façon régulière et qu'on ait vraiment... Mais on a tous vu des événements de
septembre 2009, ça a été difficilement vécu par beaucoup de Guinéens. Vous savez que nous autres, on a beaucoup de parents en Guinée et certains ont été victimes directement. Donc j'espère vraiment que le procès se fait dans de bonnes conditions et que tout sera mis sur la table pour que le peuple guinéen, finalement, sache ce qui s'est passé, que les victimes puissent faire le deuil de leurs proches qui sont décédés. André Sylvain Kono. Oui, tout à l'heure, votre intervenant de l'énergie, spécial de l'énergie au Mali, au Burkina Faso, Monsieur Cheikh Tidiane Diarra, voilà, a mis en doute le caractère, je vais dire, équitable du procès parce que c'est une transition militaire. C'est exactement ce qui se passe au Mali. Mais Venance Konan a posé une question. Il a demandé, mais pourquoi finalement Alpha Condé n'avait pas accepté? Mais la réponse, elle est toute simple parce que le président Alpha Condé a intégré les 12, enfin une partie des 12 accusés actuellement dans son gouvernement. Quand vous prenez par exemple le colonel Claude Pivy, qu'on appelle en Guinée Coplan, il a été le ministre de la sécurité présidentielle d'Alpha Condé. Voilà, quand vous prenez par exemple le lieutenant-colonel Moussa Teboro Camara, il a été nommé patron de la lutte anti-drogue par Alpha Condé. Et donc, non, je pense que, et c'est vraiment mon point de vue, c'est vrai que les 12 sont poursuivis pour au moins 15 chefs d'accusation, allant du meurtre au viol, au vol et tout cela. Mais ce que j'aimerais relever, c'est ce en quoi je crois de façon alors très profonde, l'alternance. Vous voyez, malheureusement, cette alternance est intervenue de façon brutale. Vous voyez, aujourd'hui, ce procès se tient parce que la génération des Doumbouya et autres n'était pas forcément partie prenante à cette période. Voilà, c'est tout. Si cette génération était partie prenante à cette période, on n'en serait pas là. Donc, l'alternance est vraiment importante et c'est pourquoi les mandats qui durent, en tout cas à la Poutine ou à d'autres, il faut vraiment qu'on passe vraiment à l'alternance parce que ça reste ce genre de problème. Arthur Banga. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Hein. C'est une très bonne chose qu'il y ait ce procès-là. D'abord, comme l'a dit, pour rappeler aux gens que pendant que tu gouvernes, tu peux jouer avec la justice, mais dès que tu ne seras pas là, elle va te rattraper. Et je suis content que ça se passe de plus en plus en Afrique. Il faut que ceux qui dirigent l'Afrique aujourd'hui sachent qu'il y a une justice. Si ce n'est pas quand je serai, le juge va partir, elle va me poursuivre. Parce qu'on ne peut pas avoir 150 mois dans un stade et puis passer dessus. Donc c'est une très bonne chose. D'ailleurs, ça me fait mal de féliciter Doumbouya, mais je suis obligé de le féliciter pour lui dire vraiment, ça, je suis d'accord. Et surtout que la communauté internationale accompagne. D'ailleurs, c'est ce qui nous a manqué. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé là, on retrouve des Africains à la CPI. Parce qu'on n'a pas confiance en nos justices. Parce que nos justices sont trop sous la coupole du pouvoir. Quand on sait qu'on va te rattraper, d'ailleurs, ça fait que ceux qui gouvernent aujourd'hui vont commencer à se dire, attention, n'en est pas de trop loin. Parce que demain, ils vont regarder ce qui s'est passé en Guinée. Et d'ailleurs, c'est le deuxième fois d'ailleurs féliciter l'Afrique qui avait réussi, il y a 2 ans, le procès de Hissène Habré au Sénégal. Donc, petit à petit, moi, je confesse en Afrique. Ce que je dis, je ne suis pas complexé. Je foi en mon continent. C'est pas que je suis ici. J'étais en France et puis je suis rentré. Parce que je foi en ce continent-là. C'est pour ça qu'on est là. Et ce continent avance. Il se transforme. Il n'a pas besoin d'être dans le vandalisme pour montrer qu'il est décomplexé. Mais avec des actions comme ça, on sent qu'on est décomplexé. Bon, ben, Alex. Alors, une double leçon. Leçon de vie et puis leçon des choses. Nul ne peut présumer ni présager de ce que demain sera. Ce n'est pas parce qu'à un moment ou à un autre, tu as la responsabilité de gestion d'un État ou d'une structure, que tu en fais ta propriété privée et que tu penses avoir la pleine impunité. Non. En outre, ce procès révèle-t-il ces valeurs que nos parents, jadis, ont cultivées dans les cours, dans la grande cour et la basse cour, pour que dans la société, on puisse vivre tranquillement dans nos cases et dans nos villages avant. Mais il n'y a que ça. Il faut revenir à ces valeurs. Être moins infarctueux de soi. De penser que la portion de responsabilité qu'on vous donne à un moment, vous met au-dessus des autres, qui sont même intellectuellement plus puissants, plus forts, et qui ont une aura, un prestige plus important.
que le poste que vous occupez pour le moment. Et ça pourrait vous rattraper. D'accord. Ça en est une leçon. D'accord. Assalé Timoko? Bien, effectivement, il faut saluer ce procès qui s'est ouvert en Guinée, de voir que ceux qui sont accusés d'avoir commis les faits qui sont évoqués depuis pratiquement 10-11 ans se retrouvent aujourd'hui en face de la justice pour rendre compte. Une observation que je voulais faire, c'est par rapport à ce que l'avocat des prévenus a dit. Il dit que leurs clients ont été arrêtés. Des prévenus, ok. La défense, voilà. Leurs clients ont été arrêtés alors qu'ils pouvaient comparer sans... Non, en Guinée, en matière criminelle, personne ne comparait en liberté. Voilà. Même si vous êtes en liberté, à quelques heures de l'audience, on vous met aux arrêts. Et c'est comme ça. C'est très clair là-dessus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, comme tu l'as dit, il faut que nos dirigeants comprennent que le rôle pour lequel on les installe au pouvoir, c'est essentiellement d'aider les gens à se faire mieux éduquer, donc construire des écoles, sécuriser les pays, travailler au bonheur des peuples. Et non pas travailler au bonheur d'un clan et embrigader tous les esprits parce qu'on veut conquérir le pouvoir, non pas pour les autres, même pas pour le peuple, mais pour soi-même. Parce qu'à terme, il va arriver une génération qui va vouloir demander compte. Donc ce qui se passe en Guinée, et j'espère que la transition va aller jusqu'au bout et qu'eux-mêmes ne voudront pas à terme chercher à se maintenir et par conséquent faire des arrangements politiques par derrière. Donc il faut espérer que le procès aille jusqu'à son terme et que les peines qui vont être prononcées, s'ils sont reconnus bien sûr coupables, soient à la hauteur des crimes qui ont été commis pour que cela n'advienne plus en Guinée. D'accord, merci pour votre avis sur le procès en Guinée. Malheureusement, on n'aura pas assez de temps pour aborder le 4e sujet. J'aimerais m'excuser auprès des téléspectateurs et juste dire que ce sujet sera abordé dans le numéro NCI 360 de dimanche prochain. On va rapidement passer au carton de la semaine juste après ceci. D'accord. Voilà, les cartons de la semaine. J'ai préparé ma carte CMU. Voilà, Côte d'Ivoire CMU exigé pour 8 services publics. Ce sera un thème abordé le dimanche prochain d'NCI 360. On va rapidement aller pour les cartons de la semaine. Qui veut commencer? André-Sylvain Conan. Rapidement. Carton rouge à tous ces peuples qui disent « Vive le lieutenant-colonel » pour après commencer à dire « À bas le capitaine » ou le sous-lieutenant. Carton jaune. Vous voyez, récemment, une entreprise chinoise a raflé la construction du carrefour Aquaba. Enfin, le pont, voilà. L'échangeur, voilà. Je me suis renseigné. De nombreuses entreprises des BTP en Côte d'Ivoire ne vont même pas pour concourir. Il faut que nos entreprises soient de plus en plus fortes et aillent à la conquête des marchés. Carton vert pour le dégel des comptes du président Laurent Gbagbo. Il a le droit le plus absolu de jouir de ses comptes. C'est un fait. Et de l'autre côté, si la justice a quelque chose à lui reprocher, il faut le lui reprocher, mais il a des droits et il faut Merci, André. Sylvain Conan. Gang Bateau. Un carton vert à notre armée, à toute cette armée qui reste digne face à la provocation de la junte malienne. Donc, carton vert à nos soldats qui sont en otage aujourd'hui à Bamako pour leur dire que nous sommes solidaires de leur famille. Carton rouge, bien entendu, au capitaine Magui Traoré qui, malheureusement, couvre de honte ce grand pays qu'est le Burkina Faso aujourd'hui. Carton rouge à tous ces militaires qui font des coups d'État hebdomadaires pour parler comme le grand frère Alpha Blondy. Vénance Conan. Carton rouge aussi, comme Guillaume, à tous les militaires, là, surtout ceux du Mali. Okay. Et puis ceux du Burkina là, qui sont en train de... Moi, je devais aller là-bas la semaine prochaine. On a gâté mon voyage. Carton vert... Mais à notre gouvernement, quand même, qui a réussi à garder son calme devant les agissements des Maliens. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est nous provoquer pour que nous, on réagisse, soit en coupant le courant, soit en s'attaquant à des Maliens ici. Voilà. Donc, le jaune, je le donne à... si vous n'avez pas de... IDT. IDT, d'accord, ok. IDT pourquoi? IDT, on est en train de faire une campagne Mais donc c'est vert?
Ah non, il faut que tu l'expliques. Pardon. Mais il a donné le verre. D'accord, ok. Donc, C'est un carton qui est annulé. Merci. Chef Tidiane Diarra, est-ce que vous avez un carton à donner ce soir? Oui, un carton rouge à Guillaume. Des choses tellement incohérentes et carton rouge à tous les journalistes qui ne savent pas à poser la question aux autorités ivoiriennes. Où sont les ordres de mission de ces 49 militaires qui sont arrivés au Mali sans ordre de mission? D'accord. Rien du tout. Et carton rouge encore à toute cette population qui s'excite à insulter les autorités maliennes sans chercher à comprendre, sans demander à leurs autorités qu'est-ce qui s'est réellement passé, et aussi carton rouge à l'opposition ivoirienne qui n'arrive pas à poser les bonnes questions, qui n'arrive pas à demander à M. Ouattara de compte tout ce qui s'est passé dans cette affaire de 49 militaires qui sont arrêtés aujourd'hui au Mali, 46 actuellement, les 3 ont été libérés par volonté humanitaire au fait. Je note que vous n'avez que des cartons rouges ce soir. Merci pour votre participation. Athiou Bonga. Mon carton vert c'est d'abord pour 2 personnes sur le plateau, Bamba Alex et Vénus Conan, parce que c'est ceux-là qui ont forgé notre plume, qui ont forgé notre esprit. Tout gamin à les lire, à les relire. Et je rigole toujours quand je fais des articles scientifiques, que le premier reproche qu'on me dit, c'est votre style est journalistique, voici les responsables. Parce que c'est en les lisant que j'ai appris à écrire et je suis très fier de partager. On connaît donc le secret d'Athiou Bonga ce soir. Prochain carton. Donc, prochain carton, c'est un mélange de vert et de jaune au ministère de l'Éducation nationale. Parce que j'étais au village la semaine passée, les kits, ça ne sont pas encore arrivés. C'est bien d'avoir des kits scolaires. Les kits scolaires. Ce qui fait que les parents sont stressés, ils vont acheter les kits scolaires. Bon, peut-être que pour cette année, on ne peut pas faire quelque chose. Mais pour l'année prochaine, Madame la ministre, il faut qu'avant de partir en vacances, tout soit prêt pour que dès la rentrée, on ne peut pas comprendre que dans les milieux ruraux, les gens soient encore inquiets, alors que c'est pour ça qu'on prend les décisions. D'accord, le carton, il est de quoi de couleur? Parce que vous tenez un carton vert, justement, finalement, bon, mais c'est pas que ce genre. Maintenant, mon carton jaune, il est jaune, il est très jaune. Il est pour qui? Pour le PDC-RDA. Avec le Parti démocratique qui soutient des candidatures uniques. Ce n'est pas démocratique. Voilà. Et deuxième chose, carton jaune, parce que ce parti-là doit aller rapidement à son congrès pour redonner de la vie à ses militants. Merci à Athiou Bonga. Bamba Alex. Oui, alors... Un carton ou 2, rapidement. Non, je voudrais d'abord remercier Arthur. D'accord. Un carton vert. Vous aurez le temps de le remercier juste après l'émission. Je le dis publiquement. On peut aller à votre carton, s'il vous plaît. Ceux qui sont grands d'esprit reconnaissent aux autres les qualités. D'accord. OK. Les cartons. Alors, non, mais écoutez, carton rouge, vraiment dans sa splendeur d'être rouge. Mais on n'a plus assez de temps. Non, mais à l'armée du Burkina Faso. D'accord. Et aux infarctueux qui se plaisent à maintenir ce pays dans le misérabilisme et de l'empêcher de tourner les pages tristes de son histoire. Prochain carton. Burkina Faso et son armée, c'est la pleine incurie là-bas. Prochain carton. Alors prochain carton, jaune au stratège militaire Blaise Compaoré. Un homme de qualité qui a construit ce pays pendant 27 ans dans la paix, grâce à qui ceux-ci qui sont proches, sont nés, ils ont grandi dans la paix et sont devenus ce qu'ils sont devenus. Prochain carton. S'il vous plaît, prochain carton. Non, le prochain carton, ça, c'est pour le président de la République de Côte d'Ivoire. Sapien Nilis, probet imperma. C'est-à-dire, le sage ne dit jamais ce qu'il ne peut pas prouver. D'accord. Alassane Ouattara l'a attesté. Il sait tout. Dans cette crise des 49 d'abord, plus de 46 soldats, mais pas de dignité, pas de grandeur d'âme. Il ne dit rien. Merci, Bamba Alex. C'est ça la grandeur des chefs. Assalé, c'est moqué vos cartons. Carton vert à Athiou Bonga. Ah bon, assez de cartons entre vous ce soir. Parce qu'il est enseignant. D'accord. Il aurait pu rester en France. Enseigner les petits Français. Mais il est venu en Afrique pour enseigner les petits Ivoiriens. Prochain carton. Carton rouge aux enseignants panafricanistes sont en France. Et qui, au lieu de venir enseigner les Africains, préfèrent enseigner les Français et demander aux Africains non instruits de faire la guerre ici. Prochain carton, c'est fini, vous avez fini vos cartons. OK. Nous sommes donc au terme de cette émission NCI 360. Merci de votre fidélité. Juste rappeler que le dimanche prochain, nous allons revenir sur la couverture maladie universelle. Merci d'avoir suivi cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15 dans Focus Fait divers. Et à le 19h50, ça sera avec Mélina Makissi. Merci de votre fidélité sur la nouvelle chaîne ivoirienne.